Le parquet massif, c'est le revêtement dont tout le monde rêve. Chaleureux et résistant, il a tout de même un inconvénient, son prix, comptez 100 € du mètre carré. Alors depuis quelques années, beaucoup de Français choisissent une solution plus abordable, le parquet flottant. Facile à poser, il est le plus souvent vendu en lattes qui s'emboîtent les unes aux autres. Mais plus fin que le parquet massif, son isolation phonique est moins bonne. Démonstration. Ici vous avez le parquet massif, vous voyez que ça résonne moins. Et ensuite, on a le parquet flottant, là ça résonne un petit peu plus. Autre limite des nouveaux parquets, ils se rayent, se tachent ou se poinçonnent sous l'effet des talons. Alors, quelle est la solution? Regardez ces beaux parquets. Relief, nervure, teinte naturelle, tout y est. Pourtant, ce n'est pas du bois. Il s'agit de grès cérame. Ce proche cousin du carrelage reproduit dans les moindres détails toutes les caractéristiques du bois. Le grès cérame, ce sont des argiles qui sont mélangées ensemble, qui sont pressées à très forte densité. Une pression de 10 000 tonnes au mètre carré. Et qui sont cuits dans un four à très haute température. À une chaleur de 1200 degrés. À cette température et cette pression, les atomes de l'argile se lient très solidement les uns aux autres. C'est la vitrification. Résultat, un matériau quasi indestructible. Il ne se brûlera pas, il ne se raillera pas, il ne pourrira pas. Et pour vous prouver ceci, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire ensemble des tests sur le grès cérame. Direction la salle des tests. Premier test, des coups de cutter. Le grès cérame résiste parfaitement. Deuxième test, une simulation d'incendie. Même sous ce chalumeau à 900 degrés, le grès ne s'altère pas la moindre trace de fumée. Troisième test, la résistance au choc. Le technicien tape sur le grès sans ménagement, sans aucun résultat. Ultime test, la résistance à l'acide. Regardez comment réagit un morceau de parquet massif. Rongé, le bois se dissout peu à peu. Sur une dalle de calcaire, le résultat est le même. Le seul à résister à l'attaque de l'acide, c'est le grès cérame. L'autre avantage du grès cérame, c'est qu'il ne craint pas l'humidité et peut être posé dans une salle de bain. Et contrairement à un carrelage classique, il n'est pas froid au toucher. Et voici un autre revêtement surprenant. Relief, nœud du bois, aspect usé, il a tout du parquet idéal et pourtant c'est du PVC. Pour comprendre comment les fabricants arrivent à un tel réalisme, direction le Luxembourg. C'est dans cette usine que sont fabriqués ces nouveaux revêtements. Pour commencer, il faut mélanger différentes sortes de plastique à de l'huile de soja, de la craie ou encore de la levure qui donnera de l'épaisseur au produit. Et en fonction des proportions, on peut fabriquer les différentes couches. Tout part de cette toile de verre, blanche et lisse, que l'on va enduire de différentes couches de produits pour qu'elle puisse être imprimée de son décor. Comme dans une imprimerie, le motif imitant le bois est appliqué par couches successives entre ces rouleaux jusqu'à obtenir la teinte désirée. Vient ensuite la seconde étape, la pose de l'envers du revêtement qui lui apporte des qualités d'isolation phonique et de confort. C'est en cuisant dans ce four gigantesque que ce liquide va gonfler et épaissir. Là, le revêtement ressemble encore à un lino traditionnel, mais plus pour longtemps. Il ne nous reste plus qu'à y appliquer des options qui vont permettre d'avoir une certaine décoration et un réalisme dans le toucher du produit. Le revêtement encore chaud passe donc dans ces énormes rouleaux graveurs qui vont lui donner du relief pour un aspect encore plus réaliste. Et pour que le revêtement soit le plus résistant possible, on y ajoute un film de protection révolutionnaire à base de polyuréthane. Grâce à ce film protecteur, on va obtenir l'ensemble des propriétés de résistance à toutes sortes d'agents agressifs. Ce film a l'épaisseur de 2 cheveux, pourtant il va rendre le revêtement résistant à toutes les agressions du quotidien. Premier essai, les traces de marqueurs indélébiles. Je vais vous montrer une résistance à la tâche, donc je vous rappelle la partie protégée, la partie non protégée. Un petit peu d'alcool ménager, détergent. Et voilà, la tache ici disparaît, tandis qu'elle est présente sur la partie non protégée. Autre test étonnant, sa résistance aux rayures, notamment celle faite par les meubles que l'on tire. Pour reproduire cet effet, regardez cette presse, elle passe et repasse sur la surface, du coup le revêtement s'est enfoncé et il a noirci. Pourtant, avec un seul passage d'une brosse à nettoyer, trempé de détergent, il retrouve son aspect initial. Quant à la pose, elle est extrêmement simple. Le revêtement se déroule comme une moquette.
Quelques coups de cutter et le tour est joué. Si votre sol est bien lisse et propre, vous n'aurez même pas besoin de colle. Donc pour quelqu'un qui maîtrise un tout petit peu le bricolage, l'utilisation d'un cutter, eh ben ça nous a pris globalement, on va dire une petite heure à peu près pour mettre le revêtement en place. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir réaménager. Parfait. Et finalement, c'est bien ça le plus long. Il aura fallu plus de temps pour déménager et remettre les meubles en place que pour poser ce faux parquet dans le salon et dans l'entrée. Alors, impression du propriétaire? Satisfait, très satisfait même, voire bluffé par le rendu, parce qu'on a l'impression que c'est du parquet. Même au niveau du toucher, tu sens un petit peu les rainures, enfin, tu as l'impression d'avoir quasiment du bois. À raison de 25 € le mètre carré, le sol PVC imitation bois est la solution trompe-l'œil la plus économique pour vous offrir un parquet de rêve. Meubles trop hauts, manque d'espace, nos cuisines ne sont pas toujours très pratiques. Pour vous faciliter la vie, il existe pourtant des solutions quelle que soit la taille de votre cuisine. Meubles ergonomiques, électroménagers intelligents, E=M6 vous donne tous les conseils pour un aménagement optimal. Jean-Luc Roux est architecte spécialisé dans les cuisines. Nous lui avons confié une mission, observer la famille Moureau dans son quotidien. Bonjour. Bienvenue. Merci. Il va vérifier la fonctionnalité de leur cuisine. Première constatation, les meubles sont placés trop haut. Difficile pour Yannick d'attraper sa vaisselle. Donc il y a plusieurs solutions pour régler ce genre de difficultés. On peut descendre les meubles par rapport à la taille que vous faites. On peut également passer avec des meubles à portes relevantes plutôt que des portes ouvrantes, beaucoup plus efficaces surtout dans une petite cuisine. Les meubles à porte relevante sont plus larges que hauts. Placés à hauteur d'homme, on peut y ranger la même quantité d'éléments, mais dans la largeur. Les filles, le petit-déj est prêt. Second problème, la circulation autour de la table du petit déjeuner. Elle est placée au centre de la pièce. Petite et ronde, elle ne peut accueillir que 2 personnes. Adieu les repas familiaux, mais il y a une solution. La surface de votre cuisine ne vous permet pas d'avoir une table comme ça. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir un plateau qui continue au niveau de l'évier, qui passe sous la fenêtre, qui permet de prendre un petit déjeuner à 3 ou 4 personnes. Vous l'aurez compris, quelle que soit la taille de votre cuisine, il existe des solutions pour la rendre plus fonctionnelle. Démonstration dans l'espace technique d'un cuisiniste où nous retrouvons Soisic Berthelot, ergonome. Son métier, chasser l'inconfort de nos activités quotidiennes. Rappelez-vous, Yannick devait monter sur la pointe des pieds pour attraper ses bols. Premier conseil de notre ergonome, aménager sa cuisine en fonction de sa taille. Exemple avec le plan de travail. Les études d'ergonomie ont montré que les plans de travail qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à récemment à 80 cm, doivent être surélevés. Tous nos meubles bas devraient être rehaussés à 84 cm. 4 cm qui changent tout. C'est ce que les Français ont gagné en taille en 50 ans. Ici, on va avoir une position comme ça, alors que si on est beaucoup plus bas, on va avoir à un moment donné le dos qui va être beaucoup plus penché et donc une position qui va être beaucoup moins confortable. Pour un homme d'1,80 m, le plan de travail idéal devrait se situer à 92 cm de hauteur. Alors comment faire quand 2 membres de la famille ont des tailles très différentes? Il faut composer 2 espaces de travail en escalier. Et pour adapter vos meubles à votre taille, rien de plus simple, la plupart sont posés sur des pieds réglables. Autre source d'inconfort, l'accès au four. Placé en bas, il vous oblige à vous baisser. Votre dos n'est pas ménagé et il est trop facile d'accès pour les enfants. Les cuisinistes recommandent aujourd'hui d'augmenter la position du placement des fours pour arriver à peu près à une poignée à une hauteur de 1,30 m. Et pas besoin de réaliser un meuble sur mesure. La plupart de ceux conçus pour des éléments encastrables proposent plusieurs hauteurs. La position idéale pour votre four est celle du milieu à 1,30 m du sol. L'ergonomie, c'est aussi la facilité d'utilisation des appareils. L'électroménager devient de plus en plus intelligent. En matière de plaques chauffantes, vous le savez, le nec plus ultra, c'est l'induction. Et en la matière, la dernière innovation, la voici. Plus d'emplacement défini, vous pouvez poser votre casserole où vous voulez, la plaque ne chauffera qu'à cet endroit. Contrairement aux plaques qui sont mises actuellement sur le marché, cette plaque n'a pas des zones de cuisson. De ce fait, on peut placer les récipients n'importe où et aussi les déplacer. La table va savoir reconnaître le nouvel emplacement du récipient. Comment fonctionne l'induction?
Sous la plaque se trouve un électroaimant qui produit un champ magnétique puissant. En traversant un récipient en métal, il va échauffer celui-ci. Dans cette plaque nouvelle génération se trouvent non pas 4, mais 36 petits électroaimants qui détectent automatiquement la présence d'une casserole. Ainsi, il ne s'active que sous chaque récipient en fonction de sa taille et de sa position. Et vous n'aurez pas besoin de changer votre batterie de cuisine. Pour vérifier si vos casseroles sont compatibles avec l'induction, Maurizio nous donne une astuce toute simple. De nos jours, la quasi-totalité des casseroles mises sur le marché sont compatibles à induction. Si jamais vous avez un doute sur les casseroles que vous détenez, c'est très simple. Vous prenez un aimant et vous testez pas les parois de la casserole, mais la base du récipient. Si l'aimant colle, ça veut dire que la casserole elle est compatible à induction. Autre innovation technologique, les réfrigérateurs intelligents. C'est des produits qui vont se régler en fait tout seuls, grâce à des capteurs, qui vont mesurer des paramètres comme l'humidité. La grande nouveauté, c'est le capteur d'humidité. Il va la réguler en fonction des aliments. Résultat ? Un exemple, la salade. La salade, il faut savoir qu'une salade sur 3 en France est jetée, gaspillée. Grâce à cette technologie, vous allez pouvoir la consommer pendant 7 jours sans aucun problème. Innovation technologique, ergonomie, les nouvelles cuisines offrent donc toutes les solutions pour un confort optimal. Acheter une ampoule, un jeu d'enfant? Plus vraiment, car depuis 1 an, tout a changé au rayon éclairage des magasins. Les ampoules à incandescence disparaissent progressivement au profit des basses consommations. Pas facile de s'y retrouver. Vous faites encore des ampoules à baïonnette? Mais oui monsieur, seules les ampoules changent. Mais avant de vous aider à les choisir, profitons de l'occasion pour revoir notre aménagement intérieur. Orientation des meubles, couleur des murs, vous allez voir que pour être bien éclairé, chaque détail compte. Ce soir, E = M6 vous aide à y voir plus clair. Christelle Brosset est décoratrice d'intérieur. Elle se rend aujourd'hui chez Rémi pour faire un bilan d'éclairage. Bonjour monsieur. Bonjour, entrez. Première étape, évaluer la quantité de lumière nécessaire pour chaque pièce, comme ici, dans la salle à manger. Il y a un problème d'éclairage dans cette partie-là de la maison, puisqu'en fait, il n'y a que 2 spots qui sont en hauteur pour éclairer la table. Du coup, tous les soirs, au moment de passer à table, Rémi déplace son halogène. Mais c'est une mauvaise idée. Regardez le résultat. Le lampadaire éclaire le plafond et Rémi reste dans la pénombre. Explication. C'est un éclairage qui est concentré autour de ce luminaire. Donc il va éclairer un coin de la pièce, mais pas forcément toute la surface que vous cherchez à éclairer. L'idée dans une salle à manger, c'est de créer une ambiance conviviale. Et bien sûr, de voir ce qu'on a dans son assiette. Un abat-jour et 2 petites lampes en arrière-plan ont suffi à résoudre le problème. Et regardez, ça n'a plus rien à voir. On a disposé une suspension, donc sous forme d'abat-jour, dans laquelle on a mis une ampoule à économie d'énergie également, donc qui est l'équivalent de votre lampadaire halogène, mais ça consomme 5 fois moins d'énergie. Vous avez bien entendu, contrairement aux idées reçues, une ampoule basse consommation peut être aussi puissante qu'une ampoule classique. Elle est juste économe en énergie. À gauche, une ampoule classique. Elle produit seulement 5% de lumière, pour 95% de chaleur. Une ampoule basse consommation, elle, produit 25% de lumière et 75% de chaleur. Son rendement est donc 5 fois meilleur. Mais pourquoi le choix de l'ampoule est-il si compliqué? Adapter les anciennes ampoules au nouveau système, c'est galère. Entre 7 watts, 12 watts marqués et le 60 watts, 70 watts, on est un peu perdu, quoi. Parce que monsieur, il ne faut plus raisonner en watts, mais en lumens. À gauche, notre bonne vieille ampoule à incandescence qui consomme 100 watts. À droite, une ampoule fluo-compacte qui consomme 20 watts. 5 fois moins de puissance et pourtant toutes les deux restituent la même quantité de lumière exprimée en lumens. Ici 1700. C'est donc la nouvelle unité de référence pour le choix de vos ampoules. Et les lumens figurent sur toutes les boîtes. Mais au fait, comment mesure-t-on la quantité de lumière produite par une ampoule? Pour le savoir, direction le laboratoire national de métrologie. Ça, c'est des belles lampes. Une ampoule peut éclairer dans toutes les directions. Alors, pour calculer la quantité de lumière qu'elle produit, les chercheurs utilisent cet étrange appareil. Si on veut mesurer le flux lumineux de cette lampe, il va falloir en fait qu'on mette un détecteur de lumière et qu'on fasse tourner ce détecteur de lumière tout autour de la lampe. C'est la fonction de ce dispositif.
Il va mesurer les quantités de lumière émises par l'ampoule dans toutes les directions. Ensuite, on les additionne, ce qui donne un résultat en lumens. Mais sur les emballages des lampes basse consommation, on trouve aussi une autre information, les Kelvin. Ils correspondent à la température de couleur. Et vous allez voir que c'est une vraie révolution pour notre éclairage. Retour chez Rémi où Christelle vient d'entamer la deuxième étape de son diagnostic. Elle s'intéresse à présent à la qualité de la lumière et visiblement l'entrée pose problème. Ici vous avez des murs qui sont quand même assez sombres, donc cette couleur absorbe au moins 60% de la luminosité. Pire, son applique est foncée et poussiéreuse. L'ampoule est très jaune, la lumière est prise au piège. L'astuce de Christelle, choisir une lumière plus blanche, plus froide, pour éclaircir la pièce. Dans le jargon, on appelle ça jouer sur la température de couleur. Cette température est donc exprimée en Kelvin. Regardez ce schéma. Nos vieilles lampes à incandescence font toujours entre 2400 et 2700 Kelvin, tandis qu'avec les lampes basse consommation, vous avez le choix. Il y a d'abord celles qui reproduisent la lumière chaude des ampoules classiques. C'est cette température qu'il faudra choisir pour obtenir une atmosphère chaude et relaxante dans votre salon ou votre chambre. Mais dans une salle de bain, une cuisine ou un bureau, il faut pouvoir se concentrer et faire des travaux de précision. On préférera une lumière froide autour de 4000 Kelvin. Dernière chose, il ne suffit pas de changer les ampoules pour être bien éclairé. Il y a des erreurs que nous commettons tous et qu'il est facile de corriger. Je vois pas grand chose dans ces pièces. Ah bah oui, je peux comprendre. Et vous mettez vos vêtements dans l'armoire? Oui. Ouais, vous n'avez pas de problème pour trouver les... C'est vrai que quelquefois la couleur des cravates, c'est pas la bonne. Oui, je peux comprendre. L'armoire de Rémi obstrue la lumière produite par les spots. Pensez donc à placer vos meubles en fonction de vos sources de lumière. Autre problème, les reflets sur les écrans. L'angle entre la fenêtre et l'écran d'ordinateur de Rémi est de 90 degrés. C'est idéal, et pourtant... J'ai des reflets dans l'écran. Oui, je vois ça. Et puis, ça fait de l'ombre également dès que je mets les mains. La solution, c'est donc d'éclairer l'écran par le haut. Ça évite vraiment les reflets. Et en plus, donc, vous pouvez constater en tapant sur votre clavier que vous ne vous faites pas d'ombre, ni sur la main droite, ni sur la main gauche. Donc ce type d'éclairage est vraiment l'idéal pour un bureau. Un dernier conseil, sachez que les ampoules portant la mention plein spectre sur leur emballage restituent la même lumière que celle du soleil en plein été. Avec leurs 6000 Kelvin, elles offrent une vraie séance de luminothérapie à domicile et sont donc excellentes pour le moral.